Donc bonjour à tous, merci aux membres du jury de s'être déplacés pour venir m'entendre et à toutes les personnes qui sont présentes et en visio. Je vais vous présenter les résultats de mon travail de 4 ans sur l'écologie des communautés, des mares et des étangs alpins dans un contexte de changement climatique. Donc, on se place dans le cadre d'un déclin de la biodiversité, en particulier ça a sauté une diapo, en particulier une diminution de l'abondance des espèces aquatiques. On peut voir sur ce schéma entre 1970 et 2016, il y a eu 84% de la taille des populations des milieux aquatiques donc, qui a diminué. Donc on parle ici des espèces aquatiques continentales. Il y a aussi un autre indicateur, c'est sur les espèces connues et qui ont été évaluées dans les listes rouges. Il y a 25% des espèces qui sont menacées d'extinction. Et tout cela a des effets sur les conséquences qui sont rendues par le vivant, les services rendus par le vivant sur la biodiversité et sur tous les services qu'il peut y avoir, comme par exemple des organismes filtreurs qui vont améliorer la qualité de l'eau, ou des organismes ou des plantes aquatiques qui vont améliorer la qualité de l'eau, ou des espèces qui naissent dans les milieux aquatiques et qui vont aller mourir ailleurs et qui alimentent le cycle de la matière. Donc, les causes de ce déclin sont connues. Il y a la destruction des habitats, la surexploitation des ressources, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, les pollutions et également le changement climatique. Donc, le changement climatique est en train de devenir une des causes majeures dans le futur pour le déclin de qui va amener au conduire au déclin de la biodiversité. Et donc, cela a des effets sur les espèces et les réponses des espèces peuvent être catégorisées selon trois composantes clés qui sont, par exemple, la plasticité, c'est-à-dire si la température augmente, on va avoir des espèces qui vont pouvoir aller plus vite dans leur croissance ou qui vont pouvoir décaler leur moment de reproduction ou encore changer leur rythme jour-nuit en se disant, bah, s'il fait chaud, enfin en se disant, elles se le disent peut-être pas, mais elles vont aller à l'ombre, par exemple, pour manger ou faire leurs activités plutôt la nuit pour éviter les températures trop chaudes. Il y a un autre mécanisme qui est l'adaptation. C'est pour les espèces qui ont des temps de génération courts. Il peut y avoir des adaptations micro-évolutionnaires, c'est-à-dire qu'elles vont intégrer certaines modifications de traits euh, au niveau micro-évolutionnaire. Ou encore, si les conditions là où elles se trouvent, ces espèces ne sont pas et plus du tout favorables et qu'elles ne peuvent plus rester en place, sur place, elles vont, quand elles le peuvent, rejoindre un habitat plus favorable. Et donc, il va y avoir une modification des aires de distribution des espèces quand ces espèces ne se sont... Il peut être parce que l'espèce s'est déplacée ou parce qu'elle s'est éteinte, une population s'est éteinte à un endroit. Donc, ce qu'on peut constater, il y a des prédictions qui ont été faites par Jump et Hall, c'est qu'avec 1 degré de plus de température de l'air, on a un déplacement latitudinal des espèces, donc dans son travail, c'est des espèces forestières, de 145 km de ces espèces forestières. Et en altitude, on a une augmentation ou un déplacement vers des altitudes plus hautes de 167 mètres. Donc ça, c'est dans des prédictions. Et concrètement, ce qui a pu déjà être observé, c'est que tous les 10 ans, on a un déplacement faunistique de 30 à 70 km en altitude et de 10 à 60 mètres en altitude. Et pour la flore, c'est de 20 à 30 mètres en altitude. Donc, il y a effectivement ces déplacements liés à l'augmentation de la température de l'air. Et ce qu'on peut constater, c'est que ces déplacements, ils vont être plus rapprochés en montagne. Et donc, en montagne, il va être plus facile d'étudier ces changements rapides liés aux effets du changement climatique sur des surfaces plus petites. Et donc, ça va être assez intéressant parce que on aura à proximité des variations qu'on pourra constater plus facilement. Par ailleurs, là, donc, on a les anomalies de température en fonction des années. On peut voir que euh, au niveau des Alpes et au niveau global donc de la planète, on a aujourd'hui une augmentation et des anomalies donc, qui est 2 fois plus importante qu'à l'échelle globale, ce qui entraîne que depuis 1950, on a plus 2 degrés dans les Alpes européennes, ce qui entraîne déjà des modifications dans la distribution des habitats et non pas que des espèces. Donc, par exemple, ici, ce sont les mares alpines.
Et on a à la limite des arbres des mares qui s'assèchent. Et au niveau des marges glaciaires, là où les glaciers se retirent, des nouvelles mares qui arrivent. Et donc, il y a eu un déplacement alpin. Donc, c'est un milieu aquatique stagnant. Je vais y arriver. Donc, c'est un milieu aquatique stagnant qui fait au maximum 5 hectares et qui fait au maximum 5 mètres de profondeur. Donc, c'est un milieu qui est temporaire ou permanent, qui a été créé par l'homme ou pas, et qui se situe au-dessus de la limite des arbres. Donc, au cours de la présentation, je parlerai de mares alpines ou mares d'altitude, pour pas dire marais étant alpin, pour alléger mon discours. Et donc, ces milieux-là sont très peu ou pas protégés en France parce que la réglementation, pour certaines mares, ne va pas demander quoi que ce soit en termes de démarche administrative pour faire, si on peut les détruire sans démarche administrative. Ils se réchauffent plus et s'assèchent plus régulièrement que d'autres habitats aquatiques. Et ce sont des milieux très peu connus qui, néanmoins, abritent des espèces endémiques et menacées d'extinction. Donc, les effets du changement climatique sur ces espèces sont extrêmement peu connus par rapport à d'autres écosystèmes comme les lacs, les écosystèmes terrestres ou les glaciers. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est de caractériser, donc quantifier et qualifier la biodiversité des marais et étangs alpins et de comprendre la biodiversité, de comprendre les facteurs qui la déterminent, en particulier pour pouvoir les préserver et conserver cette biodiversité. Donc, elle va s'articuler, ma présentation, autour de trois sous-objectifs, et c'est comme ça que s'est articulée aussi ma thèse. Donc, c'est faire un état des lieux des connaissances sur les effets du changement climatique sur la biodiversité des marais et étangs alpins. Donc, pour ce faire, et au travers de cette analyse, on caractérisera les principaux facteurs de pression pour construire un modèle conceptuel et identifier les grands défis et perspectives de recherche. Dans un deuxième temps, à partir de ces facteurs, des principaux facteurs et du modèle conceptuel qu'on aura créé, on va caractériser l'effet du changement climatique sur l'occurrence des espèces et quantifier les contributions relatives des différents facteurs. Et enfin, le dernier sous-objectif était d'identifier les gradients environnementaux qui structurent les communautés d'altitude et en particulier de voir quels sont les principaux facteurs qui structurent ces espèces. Donc, je vais commencer par l'état des lieux des connaissances, donc dans l'objectif d'identifier les principaux facteurs et de construire un modèle conceptuel. Et donc, ce premier résultat, donc dans le cadre de ma thèse, ont été publiés dans Ecology and Evolution. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une équation de recherche avec différents mots-clés qui intégraient le changement climatique, les zones alpines et les mares, mais avec différents mots-clés dans Web of Science entre 1955 et 2021. Et on a eu 316 publications après 1997. Et la plupart à peu près la moitié des études étaient plutôt récentes et qui étaient après 2018. Donc ensuite, on est passé au travers du filtre en lisant ces articles de bien l'objet mare et étang alpin que l'on étudie. Et il restait 73 articles sur lesquels on a fait les analyses sur l'état des connaissances sur la biodiversité des mares d'altitude et les effets du changement climatique. Donc, où est-ce qu'ils avaient été publiés? Donc là, vous avez des diagrammes qui vous permettent de voir la part des articles sélectionnés qui ont été réalisés sur les différentes parties on va dire, du monde, sans inclure les articles au niveau mondial. Et on peut voir qu'en Europe et en Amérique, c'est là où on a eu le plus d'études sur les effets du changement climatique sur la biodiversité des mares d'altitude, et en particulier, donc c'est sur les Rocky Mountains, les Andes et les Alpes. Par contre, quand on observe le pourcentage de zones non polaires qui avait été estimé par Testolin en 2020, on peut voir que là où elles ont été très étudiées, ce n'est pas forcément là où il y a le plus de zones alpines non polaires. Et en particulier en Asie, on a une grosse différence entre le nombre d'études et l'espace où il devrait y avoir plus de zones. Et ces mares, ces différentes études étudient principalement des mares qui sont situées entre
1000 et 4000 mètres d'altitude. Donc, dans ces différentes études, il y a différents groupes biologiques qui sont étudiés. Donc là, ce sont les groupes biologiques en couleur. Et ici, c'est le nombre d'articles qui ont été réalisés. Donc, on peut observer que c'est plutôt la flore, les macroinvertébrés, les zooplanctons et les amphibiens qui ont été les plus étudiés. Donc là, il y a des petits pictogrammes qu'on retrouvera par la suite. Et ils ont été étudiés parce que aussi ils réagissent plus rapidement, pardon, aux effets du changement climatique. Et donc ce sont des groupes qui ont des réponses contrastées et qui répondent bien à ces effets. Donc ils sont assez bioindicateurs par rapport à cette question-là. Dans les différents articles, ils ont été classés dans deux classes, les spécialistes et non spécialistes de la zone alpine. Comme je vais en parler pas mal dans les diapositives suivantes, je vais prendre le temps de définir. En fait, les espèces spécialistes, elles ont été décrites comme des espèces qui sont très adaptées aux conditions extrêmes de haute altitude, donc des conditions extrêmes d'un point de vue température, mais aussi des vents importants, des quantités d'UV plus importantes. Et donc, il y a des espèces qui sont plus spécialistes parce que adaptées de ces milieux-là. Et dans les articles, il y a beaucoup de choses autour de cette question de spécialiste, non spécialiste. Par contre, c'est très peu défini. Qu'est-ce qu'une espèce spécialiste et une espèce non spécialiste? Donc, je vous ai pris un exemple de comment elles avaient été classées pour ORT en 2010. Et c'est comme ça que moi, je les ai classées a posteriori dans les travaux que vous verrez plus loin. Et donc, ce qui a été observé, c'était les espèces dont l'abondance était plus importante au-dessus de 1500 mètres étaient estimées comme les espèces spécialistes de la zone alpine et celles qui étaient d'abondance plus importante en dessous de 1500 mètres, ce sont les espèces non spécialistes de la zone alpine. Dans les différents articles, il y a eu différentes variables réponses en fonction des groupes qui ont été étudiés. Donc, Pereira avait proposé une classification qu'on a utilisée, donc les compositions génétiques, les traits des espèces, les populations d'espèces ou les compositions des communautés. Et on peut observer, là, ce sont les nombres d'articles, qu'il y a eu plus d'articles qui ont été réalisés sur les populations d'espèces et les compositions des communautés, parce que ce sont des variables réponses qui sont faciles à percevoir avec l'augmentation de la température rapide en altitude et les possibilités d'adaptation des espèces in situ étant limitées, on peut avoir ces modifications visibles plus facilement. Et au sein de ces groupes, de ces classes, c'est principalement la distribution des espèces et la diversité taxonomique et phylogénétique qui ont été étudiés et on peut observer que l'ensemble des groupes qui étaient identifiés comme principaux groupes ont été étudiés sur ces différentes variables réponses. Par ailleurs, comment ont été étudiés les effets du changement climatique dans ces études? C'était au travers de différentes variables explicatives que j'ai classées dans 12 classes. Donc, par exemple, la pollution atmosphérique dans la catégorie pollution, la végétation aquatique dans la catégorie habitat aquatique. Et derrière, j'ai regardé quelles étaient les variables qui avaient des effets significatifs sur la distribution des espèces ou sur la diversité des communautés. Et là, on a pu observer que les variables explicatives qui avaient le plus d'articles qui avaient été réalisés et qui avaient des effets significatifs étaient la quantité de l'eau, la température et la connectivité. Et c'est à partir de ces variables et des réponses que j'ai pu lire dans les articles sélectionnés qu'on a construit le modèle conceptuel que je vais vous présenter maintenant. Donc là, vous avez l'évolution de la température, la diminution de l'hydropériode qui augmente, et est-ce qu'on est avec une connectivité forte entre les mares ou une connectivité faible, pardon. Donc l'hydropériode étant la période pour laquelle on a de l'eau dans la mare au cours de l'année, par exemple. Et on regarde quels sont les effets de ces différentes variables sur la surface de l'aire de distribution des espèces. Donc, avec l'augmentation de température, on a une diminution de la surface de l'aire de distribution des espèces, d'autant plus grande qu'elles sont peu connectées. Et ça, c'est le cas pour les espèces spécialistes. Et pour les espèces non spécialistes, on a une augmentation de cette surface d'aire de distribution qui va être plus importante si les mares sont connectées. Et pour l'hydropériode, quand on a une diminution de l'hydropériode, toutes les espèces connaissent une diminution de leur aire de distribution, d'autant plus importante qu'elles sont peu connectées. Donc ce modèle nous permet de faire différentes prédictions
Donc avec l'augmentation des températures estivales, la surface de l'aire de distribution des espèces non spécialistes va augmenter alors que celle des espèces spécialistes va diminuer. Avec l'augmentation de la fréquence de l'assèchement, on a une diminution de la surface de l'aire de distribution des espèces, et ce qui est aussi le cas avec l'augmentation de l'isolement. Donc, en conclusion de cette première partie, le changement climatique entraîne des variations de température de l'eau, de l'hydropériode et de la connectivité des mares alpines qui ont des effets sur la biodiversité. Peu d'études ont été réalisées pour décrire et quantifier ces effets par rapport à d'autres milieux, et d'autres modèles conceptuels amènent des nouvelles questions de recherche qui sont indispensables de traiter pour préserver les espèces des mares alpines. Donc, parmi les questions de recherche qu'on a pu mettre en évidence, il y a quelles sont les espèces spécialistes et non spécialistes de la zone alpine, j'en ai déjà un peu parlé, quelles espèces vont bénéficier de l'augmentation de température pour coloniser les mares alpines, quelle durée de prise en glace va être tolérée par les espèces, est-ce que les fréquences d'assec ont des effets sur la survie des populations locales des espèces, et est-ce qu'il existe des seuils de connectivité pour le maintien des espèces spécialistes de la zone alpine. Et ce sont ces questions-là que l'on va étudier en particulier dans le deuxième chapitre de ma thèse, qui, je vous le rappelle, a pour objet de finalement tester ce modèle conceptuel au travers des facteurs principaux et de quels sont les effets du changement climatique sur l'occurrence des espèces. Et donc, tous les résultats de ce travail-là ont été publiés dans Aquatic Science. Donc, on est dans un contexte où on a une évolution rapide du climat qui entraîne une modification rapide de la distribution spatiale des espèces, en particulier parce qu'il est difficile pour ces espèces de s'adapter in situ. Les modèles de distribution des espèces actuellement, ou les plus répandus, ou ceux qui ont les plus été utilisés, sont basés principalement sur des scénarios climatiques, et donc ils peuvent sous-estimer le nombre d'espèces qui sont menacées par les effets du changement climatique. Maintenant, certains commencent à intégrer la structure du paysage. Néanmoins, la contribution des facteurs, des principaux facteurs que je vous ai présentés, donc la température, l'hydropériode et la connectivité, fait aujourd'hui débat dans la communauté scientifique. Donc, l'objectif de notre travail était de tester les prédictions issues du modèle conceptuel et les contributions relatives des facteurs principaux, comme je vous l'ai évoqué. Et donc, ici, on a exploré les relations entre les effets du changement climatique, donc les trois facteurs principaux, et les probabilités d'occupation des espèces dans 73 petites mares ou étangs dans le nord des Alpes françaises. Donc, on a travaillé sur les macrophytes, les odonates et les amphibiens. Et pourquoi des petites mares? C'est parce qu'on a équipé ces mares de systèmes de collecte de données température et que physiquement, moi, je ne pouvais pas aller plus loin sans embarcation pour aller mettre une sonde au centre de la mare. Donc pour ce faire, c'est un échantillon de 73 marques que je vous ai déjà évoqué, qui a été réalisé dans la vallée de l'Arve, à côté de Chamonix. Donc là, en bleu pastel, ce sont les réserves naturelles de Haute-Savoie, donc dans les réserves. Les petits points bleus sont les zones humides et les losanges orange sont les mares échantillonnées. Et donc, on a travaillé avec les espaces naturels protégés et avec les gardes des réserves qui nous ont aidés à choisir parmi les secteurs de zones humides des réserves naturelles, quels étaient les secteurs accessibles. Et sur ces secteurs accessibles, on est allé échantillonner entre 1 et 8 mares qui étaient représentatives de l'ensemble des mares qui étaient présentes sur le territoire et donc qui pouvaient être situées à une différence altitudinale, ou par exemple certaines avaient de la végétation ou pas, ou de différentes tailles. Et sur chacune des mares, on a mis des sondes de température au fond de l'eau pour mesurer la température, mais aussi pour détecter quand il y avait l'eau qui n'était plus libre l'hiver. Donc une prise en eau de l'ensemble, non, une prise en glace de l'ensemble de l'eau de la mare. Sur chacune des mares, j'ai réalisé 4 visites. Donc trois, donc l'été 2021, 2022 et 2023, et une quatrième visite, soit l'été 2021, soit l'été 2022. Donc ça, c'est pour l'ensemble des mares. Et donc j'étais la seule pour l'ensemble de ce terrain, bien sûr accompagnée par différentes personnes qui m'ont aidé à porter le matériel. Donc les groupes biologiques qui ont été étudiés, comme je l'ai déjà évoqué, donc là, ce sont des odonates, des amphibiens et des plantes aquatiques ou macrophytes. Donc, ce sont des bons indicateurs des effets du changement climatique sur la biodiversité des mares et ils présentent des variations en termes de capacité de dispersion et puis de temps de présence dans le milieu.
Et puis, ils ont des réponses contrastées aux variables environnementales étudiées. Donc, pour limiter la possibilité de ne pas détecter une espèce présente, on a mis un échantillonnage en place particulier dans le cadre de ma thèse. Donc, ma thèse est aussi connue parce qu'on a plutôt voulu qu'appeler la thèse Marie Hébert, on a appelé ça la thèse CIMAE pour Climatic Impact on Mountain Aquatic Ecosystem. Et donc, ce protocole est le protocole CIMAE. Donc, on a travaillé sur le terrain à la période de présence de toutes les espèces, donc entre mi-juillet et mi-août. On a réalisé 2 sessions annuelles par site qui étaient adaptées au cycle de vie des espèces. Et puis, on a détecté les différents stades, donc subadultes et adultes, donc pour maximiser les détections d'espèces. On a pu détecter 31 espèces, dont 3 amphibiens, parmi lesquels il n'y avait aucune espèce spécialiste, 20 macrophytes, parmi lesquels la moitié étaient des espèces spécialistes, et 8 odonates, parmi lesquels 38% étaient des espèces spécialistes. Et pour tester la corrélation entre les principaux facteurs et les probabilités d'occupation des espèces, on a utilisé des modèles d'occupancy multi-espèces pour intégrer les questions d'autocorrélation spatiale et les corrélations entre les espèces. Grâce à ces modèles, on peut euh, à partir des données de détection et de non-détection par site échantillonné, estimer les imperfections de détection et donc estimer des probabilités de détection. Donc, grâce à notre protocole SIMAE, les espèces étaient détectées entre 0,62 et 1 en termes de probabilité de détection. Et avec les imperfections de détection, pardon, en intégrant cela au fait qu'on ait échantillonné ces mêmes espèces et ces communautés dans plusieurs endroits dans l'espace, on a pu estimer les probabilités d'occupation des espèces. Et donc, on a fait 104 modèles euh, à partir d'analyses simples et quadratiques entre une variable et les probabilités d'occupation, donc les variables température, hydropériode, etc. Et ces relations étaient significatives quand l'intervalle de crédibilité, donc qui est représenté là en noir ou en gris, était, donc à 95% de la pente, était non chevauchant avec 0. Donc, par exemple, pour l'Echnajunsea et le Corigna-Dubia, on avait la variable étudiée, un effet significatif, donc une relation significative, négative, euh, alors que pour Océnagrion astulatum ou Somatochlora alpestris, elles étaient non significatives. Et dans nos analyses, nous n'avons pas intégré le fait qu'elles soient spécialistes ou non spécialistes, c'était lié à une interprétation post-analyse. Donc, je vais vous présenter les résultats de ce travail. Donc, facteur par facteur. Pour rappel, les mares sont situées entre 1750 et 2335 mètres. Donc, pour le facteur température, on pourrait imaginer que le gradient est faible pour avoir une variation de température. Mais comme on a travaillé sur la température de l'eau et pas sur la température de l'air, on a bien des gradients de température qui sont assez importants. Donc là, c'est un gradient d'accumulation de chaleur. Donc GDD, c'est Gross Degree Days. Et donc l'accumulation de chaleur, quand elle augmente, elle a une relation significative avec les probabilités d'occupation de 30% des espèces qu'on a étudiées, donc qui étaient des amphibiens et des macrophytes. Et donc quand l'accumulation de le GDD augmente, la probabilité d'occupation des espèces augmente jusqu'à un certain seuil, puis diminue. Et c'est la même forme de relation avec le même signe de pente pour l'ensemble des groupes et espèces étudiés. Pour la température minimale, on a également un gradient qui est non négligeable au niveau température. Et quand la relation entre minimum température et probabilité d'occupation est significative pour 40% des espèces étudiées, et cette fois-ci pour tous les groupes, et donc quand on a la température minimale qui augmente, on a une augmentation de la probabilité d'occupation de l'ensemble des espèces. Et quand on regarde les deux facteurs 60% des espèces étudiées ont une relation significative entre la température et leur probabilité d'occupation. Pour l'hydropériode, on a, avec les différentes visites qui étaient faites sur site, pardon, on a observé si les milieux étaient en eau ou pas. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir la fréquence d'assèchement. Et quand on a une fréquence d'assèchement qui augmente, la relation avec les probabilités d'occupation des espèces sont significatives pour 90% des espèces étudiées et donc des trois groupes. Et quand il y a cette augmentation, on a une diminution de la probabilité d'occupation.
Pour ce qui est du nombre de jours de prise en glace, la relation est également significative avec la probabilité d'occupation des espèces étudiées pour 83% des espèces, et cette fois-ci, aucun amphibien. Et on a un seuil à partir d'un certain nombre de jours de prise en glace de l'eau euh, où la probabilité d'occupation diminue. Et donc là, pour l'hydropériode, 93% des espèces étudiées avaient une relation significative entre hydropériode, variation de l'hydropériode liée au changement climatique et probabilité d'occupation. Pour la distance topographique, qui est une distance entre une mare échantillonnée et la mare la plus proche, en intégrant la variation altitudinale, euh, on a une relation significative avec les probabilités d'occupation de 83% des espèces, donc des différents groupes. Et donc, quand cette distance augmente, à partir d'un certain seuil, la probabilité d'occupation des espèces diminue. Maintenant, je vous présente les différences entre espèces spécialistes et non spécialistes. On a vu que les formes de relations que je vous ai présentées étaient les mêmes pour l'ensemble des espèces, qu'elles soient spécialistes ou non spécialistes. Mais par contre, euh, la proportion d'espèces pour lesquelles les relations sont significatives est plus importante pour les espèces de la zone spécialiste dans le cadre de la température et de la connectivité par rapport aux espèces non spécialistes. Donc, pour conclure sur ce deuxième chapitre, il est urgent, au vu de l'importance de l'évolution de l'hydropériode et de ses effets en lien avec le changement climatique sur les probabilités d'occupation des espèces, de faire un suivi à long terme de l'hydrologie et de l'hydropériode des mares alpines et de constituer des modèles hydrologiques se basant aussi sur les scénarios climatiques. Et en plus des distances topographiques entre les mares, il serait nécessaire d'intégrer ces modèles et donc les distances topographiques dans les modèles de distribution des espèces qui aujourd'hui prennent peu ou pas en compte ces facteurs. Donc, je vais maintenant passer au troisième chapitre de ma thèse, donc sur les communautés et les gradients environnementaux. Donc, les travaux qui ont été réalisés sont under review dans Hydrobiologia. Le travail qui a été réalisé ici avait pour but de mieux comprendre est-ce que les espèces étaient assemblées en fonction des facteurs environnementaux et en particulier aussi selon les principaux facteurs que l'on a évoqués dans les deux chapitres précédents. Donc, le contexte, c'est un manque de connaissances que je vous ai déjà évoqué sur les communautés des mares alpines et des gradients d'habitat nécessaires à ces communautés, et d'autant plus sur différentes zones géographiques et différents groupes biologiques. Donc, en effet, ce qui a pu être réalisé euh, dans le peu d'études que j'ai trouvées sur la structuration des communautés par des gradients environnementaux, il y a beaucoup, donc dans ce peu d'études, il y a certaines études qui ont surtout travaillé sur la question de l'étagement altitudinal ou la question altitude-température. Et par contre, il y en a eu d'autres et très peu aussi sur la taille des mares, la chimie des mares, etc. Mais l'influence de l'hydropériode, qui a aussi été étudiée dans quelques études, fait débat aujourd'hui. Les études, elles étaient principalement sur des grandes mares, sur des petites zones d'études et sur un seul grand groupe biologique, donc les vertébrés, les invertébrés ou les plantes. Donc, ce que nous, on a essayé de faire au travers du travail qui n'est pas finalisé, c'est d'explorer les relations entre les variables environnementales et la présence des espèces dans 500 mares, dans 3 zones géographiques des Alpes et des Pyrénées françaises. Et on avait 3 prédictions. C'est que les communautés des mares alpines sont organisées le long d'un gradient altitudinal, comme ça a pu être montré dans les autres études, que l'hydropériode explique la structuration et la composition des communautés, et que les relations varient d'une zone géographique à une autre. Donc ici, le territoire d'étude est l'ensemble des Alpes et des Pyrénées. Donc c'est plus de 10 000 km². Il y a 112 observateurs qui ont, donc 111 et moi, ont participé à la collecte de données. L'échantillon, c'est donc ici, c'est les losanges orange comme tout à l'heure. Donc ce sont 500 mares. Donc là, l'échantillon, il a été fait de la même manière que ce que j'ai expliqué sur les réserves naturelles de Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les gardes et les gens des réserves pour identifier les secteurs où il y avait des zones humides. Et donc là, on a fait un échantillonnage quasi exhaustif, ou en tout cas à visée exhaustif. Et en dehors, c'était un échantillonnage aléatoire de points où on a mobilisé, je vous en parlerai après,
une communauté autour de la collecte de données. Et ces 500 mares sont situées entre 1370 et pratiquement 3000 mètres d'altitude. Donc effectivement, pour aller sur cet ensemble de mares, je ne pouvais pas y aller toute seule, là c'était plus possible. Et donc on a mobilisé un maximum de monde autour donc, de ce protocole SIMAE dont je vous ai déjà parlé. Donc ça a été l'objet de rédaction d'un guide qui a permis d'expliquer de manière lisible par tous le protocole, mais également une clé de détermination. Pardon, alors je reviens. Une clé de détermination qu'on a réalisée spécifiquement pour les espèces d'altitude pour que les outils de détermination soient identiques pour tous. Et derrière, j'ai fait des formations en montagne dans différents espaces, des webinaires, une quantité de temps d'échange important, des outils de saisie de terrain et de saisie de données pour la remontée d'informations. Et donc, au travers de ce protocole, il y avait donc la partie description des marques qui pouvait être la surface, la profondeur, la présence ou pas de végétation, et ainsi que les menaces qui avaient pu être observées sur le terrain dans ces mares, comme par exemple du piétinement sur les berges ou la présence d'indicateurs de pollution comme des algues filamenteuses ou des signes d'eutrophisation. Et à côté, donc les inventaires de la biodiversité, qui étaient également expliqués, qui a aussi été réalisé par l'ensemble des personnes. C'était exactement donc, le protocole que je vous ai présenté avant. Et à partir de ce qui a été échantillonné donc, sur les 500 mares que je vous ai présentées, on a travaillé a posteriori à de l'extraction et de données et de métriques et des calculs à partir des données satellites, dont par exemple la distance topographique ou l'altitude des mares. Donc 72 espèces ont été détectées, 8% d'amphibiens, 57% de plantes aquatiques et 35% d'odonates. Les mares étaient globalement petites, donc en étant représentatives des mares de moins de 5000 m² sur l'ensemble des territoires que je vous ai présentés, 91% faisaient moins de 1000 m². Donc pour indice ou pour pense-bête, elles ne sont pas, elles n'existent pas dans la réglementation française, ni soumises à déclaration ni autorisation. L'observation qu'on a aussi pu réaliser, c'est que les mares s'assèchent plus souvent dans les Alpes que dans les Pyrénées. Et par contre, il y avait au moins une pression qui était détectée dans 50% des mares des Alpes et 68% dans les Pyrénées. Donc, comment on a analysé les données? Pardon. Donc, on a déjà essayé de comprendre comment les mares étaient distribuées dans les gradients environnementaux. Donc, pour ce faire, on a sélectionné des variables qui étaient peu corrélées et on a réalisé des analyses en composantes principales. Et puis, surtout, après, on a exploré le lien entre les assemblages d'espèces et les gradients environnementaux par groupe biologique et par zone géographique. Et ça, on l'a réalisé à partir d'analyses de co-inertie parce que ce sont des analyses qui sont adaptées à notre jeu de données, parce qu'on a beaucoup de variables. On a peu de sites par zone par rapport au nombre de gradients étudiés et on a des espèces très rares. Donc c'est une analyse symétrique entre deux tableaux. On a un tableau où on a les sites et les espèces et un tableau où on a les sites et les descripteurs abiotiques. Donc je vais vous présenter les... Je vais me déplacer parce que je ne vois pas bien. Je vais vous présenter les résultats. Donc là, on a le gradient de distribution des mares euh, au niveau de l'altitude, donc les mares en haute altitude, les mares basse altitude. Là, c'est au niveau de l'hydropériode. Donc là, c'est des mares profondes et permanentes et des mares peu profondes euh, et temporaires. Donc là, par exemple, une des communautés, donc on est sur les odonates, je ne sais plus si je l'ai dit, donc une des communautés, on peut voir dans les résultats, donc ça c'est une synthèse de l'ensemble des analyses, euh, donc là, on ne voit pas, mais là, c'est nord des Alpes et Pyrénées. Donc, dans le nord des Alpes, cette communauté est plutôt située sur des mares grandes et qui ne sont pas influencées par le gradient d'altitude. Dans les Pyrénées, elles sont situées, cette même communauté, dans des petites mares, mais plutôt sur les bas gradients au niveau altitudinal. Et par contre, au niveau hydropériode, elles sont situées au même endroit. Sur cette deuxième communauté, donc là j'ai rajouté une petite légende, cette deuxième communauté, elle est située dans le nord des Alpes sur des mares situées à haute altitude et sur des mares qui sont peu connectées, alors que dans les Pyrénées, elles sont plutôt dans le gradient bas altitudinal, sur des mares connectées
Mais par contre, au niveau hydropériode, elles sont situées au même niveau du gradient. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir pour l'ensemble des communautés au niveau des odonates. Donc, les espèces d'odonates sont assemblées en fonction des gradients environnementaux. Et l'hydropériode est le seul facteur structurant qui est commun pour toutes les zones géographiques. Donc, c'est les mêmes résultats qu'on a pu avoir pour les macrophytes. Et pour les amphibiens, on n'a pas pu mettre en évidence des assemblages d'espèces en dehors du fait que les espèces présentes étaient, si elles étaient assemblées à une même espèce qui était Rana temporaria, qui était présente sur 85% des sites. Donc, en conclusion sur cette partie, les relations communauté-hydropériode sont les mêmes dans les différentes zones géographiques, donc pour les odonates et les macrophytes. Donc, il est indispensable de maintenir des mares temporaires, alors que les relations communauté haute variable environnementale sont différentes dans les différentes zones géographiques. C'est-à-dire que si on a des travaux de restauration à réaliser, il faut travailler sur des échelles locales et non pas utiliser ce qui a pu être fait par quelqu'un sur un groupe ou une espèce quelque part et le répliquer chez soi. Donc les principaux résultats de ce travail, c'est que on a pu évoquer au début, donc dans l'introduction, que dans les Alpes, on a plus 2 degrés liés aux effets du changement climatique. Et donc, ça entraîne des effets rapides du changement climatique sur les aires de distribution de la biodiversité des mares alpines, ce qui entraîne en particulier certaines extinctions de population à certains endroits. Et donc, il est urgent qu'on travaille sur ce sujet. Néanmoins, il y a peu d'études qui ont été réalisées. Elles ont identifié 3 facteurs principaux abiotiques, donc la température, l'hydropériode et la connectivité. On a l'a priori que la température est le facteur qui influence le plus la distribution des espèces. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est que la diminution de l'hydropériode et la diminution de la connectivité avaient une relation significative avec un plus grand nombre d'espèces que la température de l'eau. Ce qu'on a également pu mettre en évidence qu'on n'avait pas vu dans les différents articles de la review, c'est qu'il y avait aussi des effets seuil et en particulier, aucun article n'avait été réalisé sur les assèchements, entre guillemets, assèchements hivernaux. Donc, il est urgent aussi que, ou en tout cas, on suggère que ce serait urgent que dans les modèles de distribution des espèces qui sont principalement basés sur des scénarios de température, soit également intégrée la question de l'hydrologie et des connectivités et aussi qu'on maintienne les mares temporaires qui ont des communautés bien spécifiques, bien qu'on ait pu mettre en évidence qu'avec la diminution de probabilité d'occupation, avec la diminution d'hydropériode, on avait une diminution de probabilité d'occupation des espèces. Il est indispensable néanmoins de garder des mares temporaires. Ce qu'il est aussi important de faire, selon nous, c'est de continuer ce travail et de suivre les tendances d'évolution des populations des espèces de la zone alpine sous l'effet du changement climatique, en particulier aller sur des secteurs où nous n'avons absolument pas été, comme par exemple sur le Massif central, le Jura ou les Vosges, où là, on pourrait détecter la disparition des espèces et donc travailler sur les limites basses de l'aire altitudinale. Mais également, on a travaillé sur une vingtaine de mares sur les marges glaciaires, continuer et développer ce travail sur ces types de mares particulières pour lesquelles on pourrait détecter la colonisation des espèces étudiées, mais également localiser les mares alpines, mieux les localiser, ce que j'ai très peu évoqué là, mais je ne pouvais pas tout évoquer, elles sont très peu connues, je l'ai dit, mais c'est surtout, on a une connaissance de leur localisation qui est vraiment parcellaire. Et donc, on va développer dès cet été, à travers une application et un formulaire pour le grand public, une possibilité de localiser les mares, dire s'il y a de l'eau ou pas, qui permettra, avec un travail qu'on est aussi en train de faire avec le pôle éclat, en alliant la télédétection et donc la possibilité de voir l'évolution intra-annuelle et interannuelle de la quantité d'eau dans les mares, de pouvoir aller vers des modèles hydrologiques et d'évolution de l'hydropériode de ces mares. On a travaillé sur une toute petite zone pour les questions de l'influence des facteurs sur les probabilités d'occupation, en particulier liées à l'hydropériode. Il serait très intéressant de travailler à plus large échelle et donc d'équiper avec ces sondes donc d'autres mares.
Il serait indispensable de relier ce travail-là à des protocoles biodiversité. Et si on veut travailler sur des... On a travaillé uniquement sur des effets, je vous avais dit, simples, c'est-à-dire une variable par rapport à la probabilité d'occupation des espèces. Si on travaillait sur des interactions entre les facteurs ou des effets additifs, il faudrait qu'on ait plus de 200 sites pour que ce soit utilisable. Et puis intégrer en plus des facteurs abiotiques principaux, les interactions biotiques. Donc dans le travail qu'on a réalisé, on n'a pas travaillé sur les interactions biotiques. Néanmoins, quand on a travaillé sur la coinertie, on s'est rendu compte qu'il manquait des facteurs au-delà des facteurs abiotiques. Et puis, on aurait pu utiliser dans les modèles multi-espèces les matrices de corrélation entre présence des espèces, mais c'est assez soumis à controverse dans la littérature. Et encore, on pourrait, dans le futur, potentiellement, intégrer dans les modèles de distribution des espèces les réseaux trophiques pour pouvoir améliorer nos prédictions et nos travaux. Et enfin, la connectivité a été étudiée à partir des patterns de distribution spatiale des mares. Euh, Parce que on a une très mauvaise connaissance sur les capacités de dispersion de ces espèces étudiées à l'échelle alpine. On a des données et des connaissances en plaine, donc ce n'est pas du tout les mêmes matrices de paysage, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes climatiques. Et donc, on pourrait, pour améliorer cela, caractériser donc, la dispersion des espèces, pourquoi pas à partir de la génétique des populations. Et c'est ce qu'on va essayer de lancer avec le LECA dès cet été aussi, avec l'èche-nodéjon, qui est une espèce qui est vulnérable sur la liste européenne, la récente liste européenne, et qui est présente globalement partout. Donc, travailler sur ce sujet-là. Enfin, tout ce travail-là, comme je l'ai évoqué dès le départ, avait pour objectif aussi, au-delà d'apporter des éléments à la communauté scientifique, d'apporter aussi des éléments à la société civile. Et donc, l'idée était également de travailler sur comment mieux gérer ces espaces pour préserver la biodiversité de ces milieux. Donc, une des choses importantes qui ressort, c'est que la gestion quantitative de l'eau est à questionner en montagne. Pour les rivières, par exemple, on peut se dire qu'aujourd'hui, on va avoir des débits réservés pour préserver la biodiversité qui se situe dans les cours d'eau. Pourquoi pas intégrer un usage biodiversité dans les questions donc de biodiversité des mares alpines, dans les questions de gestion de la ressource. Il est indispensable de restaurer les mares d'un point de vue hydropériode, mais également connectivité. Vous avez vu qu'il y avait plus de 50% et plus de 60% de marques qui étaient soumises à au moins une pression dans les différents espaces étudiés. La priorité est de travailler sur les sites sources, là où il y aura le plus d'individus et une abondance importante des populations, oui, des populations, qui permettront de réalimenter des milieux où on aura plutôt des situations de pluie. Et puis travailler sur la diminution des pressions donc pour restaurer. Travailler sur la protection, comme je vous l'ai évoqué, ces milieux ne sont pas protégés. Les espèces, certaines qui sont étudiées et qui sont bien menacées, ne sont pas protégées non plus. Donc il faudrait avancer dans la réglementation. Et les aires protégées, réfléchir également à ce qu'elles soient adaptées aux espèces qu'elles protègent, c'est-à-dire éventuellement bouger les périmètres des aires protégées pour qu'elles continuent à protéger l'espèce pour lesquelles elles ont été constituées. Et tout ça, c'est nécessaire de co-construire collectivement ces solutions, que ce ne soit pas, euh, bon, voilà, co-construire avec tous les acteurs du territoire pour que ce soit porté par les territoires et que ça reste pérenne dans le temps. Et il est indispensable que toutes les mesures qui sont ou auront été réalisées aient un état initial et un suivi dans le temps pour qu'on puisse évaluer et les améliorer pour préserver la biodiversité des mares d'altitude. Donc je tiens à remercier euh, tout le monde, déjà tout le monde qui est ici présent, les personnes qui nous écoutent et le jury qui est venu et qui a lu mon manuscrit. Merci beaucoup d'être là. Je remercie aussi les 112 observateurs, non, les 111 observateurs qui étaient présents et qui ont fait un travail extraordinaire sans qui j'aurais pas pu faire ce travail-là moi-même. Les personnes qui m'ont accompagné sur le terrain, les structures gestionnaires et les parcs naturels qui m'ont soutenu voilà, dans tout ce travail-là, dans cette aventure. Mais également donc EcoFlows, le laboratoire dans lequel j'ai été accueillie ici pendant 4 ans, le cartel, et puis l'équipe de
Nature Environnement Haute-Savoie, dans laquelle je suis salariée. Je remercie ma famille de m'avoir soutenue pendant ces 4 années intenses. Euh, qui est-ce que j'ai oublié? Mes directeurs de thèse, bien évidemment, qui m'ont fait confiance et qui étaient très bienveillants. Mon comité de thèse aussi, qui m'a bien soutenue, et mes co-auteurs. Et je crois que j'ai oublié personne, et sinon je m'en excuse. Bien sûr, les financeurs, pardon, excusez-moi. Et merci pour votre attention.